Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes réunis ce matin pour écouter Jean Tirole nous présenter le compte-rendu du travail qui a été fait à la demande du président de la République par un groupe d'experts internationaux dont Jean Tirole et Olivier Blanchard étaient à la fois les animateurs et les rapporteurs. Alors, je voudrais tout d'abord remercier Jean Tirole d'avoir accepté de nous présenter ce travail ce matin, parce que je peux vous garantir, pour l'avoir vécu, qu'il est extraordinairement occupé en ce moment à la suite de tous les travaux qui ont été différés par le Covid. Bien. Je le remercie donc beaucoup. Il ne me paraît pas utile de vous le présenter en détail. Sur ce simple nom, vous avez été 3 fois plus nombreux à demander à vous inscrire que nous pouvions en accueillir. Alors, je vous rappellerai simplement qu'il est président honoraire maintenant de la Toulouse School of Economics, qu'il est enseignant, professeur au MIT, et surtout qu'il a reçu la Légion d'honneur, le prix Nobel en 2014 pour ses travaux sur la régulation des marchés. Il a aussi beaucoup réfléchi, beaucoup écrit sur le bien commun, qui pour lui d'ailleurs n'est pas seulement un objet d'étude, mais je pense la finalité de à peu près tous ses travaux. Bien, le groupe de travail a identifié 3 grands défis auxquels la France va devoir être confrontée. Il va vous les décrire. Et là, le groupe de travail s'est aussi inquiété de savoir dans quelles conditions ces travaux allaient pouvoir être transformés en réalité, compte tenu des réalités sociales, qui ne rendent pas toujours les choses faciles. C'est probablement du fait aussi que si les défis ont un caractère mondial, ou en tout cas largement partagé, les solutions doivent bien entendu tenir compte de la situation de chaque pays et des choix qui ont été faits préalablement. En ce qui me concerne, très modestement, je dirais que je suis justement inquiet par un certain nombre de ces choix, et notamment le fait que la France a depuis 40 ans choisi, de manière peut-être excessive, de s'intéresser aux services. Je me souviens que dans les années 80, on ne parlait que des services. Le restant pouvait être négligé et laissé aux Chinois. Et cette situation a depuis eu des conséquences qui ne sont pas tout à fait conformes à l'Eldorado qu'on en espérait. En 40 ans, la part de l'industrie dans le PIB a baissé de moitié, passant de 20 à 10%. Parallèlement, et je pense qu'il y a quand même une relation de cause à effet, il y a eu un décrochage du PIB par tête, par rapport à l'Allemagne ou aux États-Unis. Par ailleurs, nous avons un déficit structurel de la balance commerciale. C'est évident, 80% des échanges mondiaux se font sur la base d'échanges de produits industriels. Il y a eu une augmentation des inégalités. Je crois que ce sera un des sujets qu'abordera Jean Tirole. C'est évident parce que l'industrie a des rémunérations qui sont pour les plus basses assez hautes, pour les plus hautes assez basses, contrairement aux services où on trouve à la fois tous les petits boulots qui se sont développés au cours des dernières années et les rémunérations peut-être un peu plus importantes des services financiers et de certains nombres de professions de ce genre. Aussi un certain décrochage des territoires. Pourquoi ? Parce que les services ont leur terrain d'élection en ville, alors que les usines sont plus également réparties sur le territoire. Voilà, je pense, une source d'inquiétude. Et on a une seconde aussi, c'est peut-être que l'appartenance à une zone monétaire unique a toujours des conséquences. Les actifs financiers, les actifs humains ont tendance à se rassembler là où ils sont les plus efficaces. Quand c'est le franc, c'est plutôt à Paris qu'en Corrèze. Quand c'est l'euro, c'est plutôt en Europe du Nord qu'en Europe du Sud. Donc beaucoup de défis qui nous sont un peu propres. Personnellement, ça m'inspire des craintes, mais je suis assuré, ou du moins je l'espère, que le professeur Tirole va montrer que je me trompe et va nous offrir des perspectives beaucoup plus souriantes. Professeur, vous avez la parole. Ah pardon, excusez-moi. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci pour votre invitation. Je suis ravi d'être là ce matin.
Je vais effectivement présenter les conclusions du rapport que j'ai écrit avec Olivier Blanchard, une équipe de 24 économistes. Et je vais commencer peut-être par quelques précisions sur ce rapport. D'abord, pourquoi une commission de ce genre? Donc c'était très clair, le président nous avait demandé de réfléchir non pas à l'après-Covid, mais au long terme. Donc essayer de réfléchir à un programme éventuellement, non seulement pour la France, mais pour l'Europe, puisqu'il a poussé pas mal au niveau européen ce rapport. Maintenant, qu'est-ce qui va en sortir? Je n'en sais rien, évidemment, mais disons que c'est quelque chose qui est en train d'être étudié. Et face à ce que j'appellerais des défis existentiels ou des bombes à retardement, et il y en a beaucoup, on a été obligé de choisir. Donc on a choisi avec le président les thèmes, parce que des bombes à retardement, vous savez ce que c'est simplement on ne fait rien pendant 1 ou 2 ans, ça n'a absolument aucune importance, mais 1 an plus 1 an plus 1 an, ça se traduit par 3 décennies d'inaction dans le cas du climat. Parce que depuis Rio, on n'a pas fait grand-chose, pour être honnête, mais on peut appliquer ça à beaucoup d'autres choses, l'inégalité, les retraites, le service, enfin, la dette publique, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche. Enfin, vous prenez toutes ces bombes à retardement, finalement, 1 an plus 1 an. Et puis comme l'horizon politique est très, très, très court, et c'est normal d'ailleurs, on a des problèmes effectivement sur ces bombes à retardement. Alors on a fait une commission internationale avec 8 Français, 8 Européens non français et 8, appelons-les Américains. La plupart ne vivaient pas en France, mais d'ailleurs parmi les Français. C'était un choix qui parfois a été critiqué. Mais ce qu'on voulait faire, c'est vraiment profiter de l'expérience d'autres pays, avoir une vision qui ne soit pas franco-française, mais ça avait un coût également. C'est-à-dire qu'effectivement, pour réfléchir à la mise en œuvre, c'est pas une commission qui vous apporte quelque chose, voilà, vous pouvez le mettre en œuvre immédiatement, c'est plutôt une commission de réflexion, et on perd finalement en connaissance fine du système français, puisque la plupart des participants, effectivement, ne connaissent pas forcément très bien le système français, et même les Français, pour être honnête, ne connaissent pas forcément le système français. Je dois avouer que personnellement, je suis plus à l'aise, par exemple, même si ce n'est pas du tout mon sujet de travail, pour parler d'un système de retraite idéal que de parler du système de retraite français qui est d'une complexité. C'est comme le marché du travail. Il y a tellement de détails qu'on s'aperçoit que même les grands experts ne connaissent pas le sujet, donc ça devient un peu inquiétant. Voilà, donc c'est un peu... Alors, une autre chose qu'on a choisi de faire, c'est d'avoir quasiment que des économistes. Alors, c'est très critiquable. J'ai moi-même fondé un centre interdisciplinaire et j'ai appartenu à un certain nombre de commissions interdisciplinaires, donc je connais bien la valeur de faire l'interdisciplinarité. Là, on a choisi de procéder différemment, c'est-à-dire d'aller au fond du point de vue économique, sachant que ce n'est pas le dernier mot. Il faut aussi qu'il y ait d'autres disciplines qui s'en emparent et qu'il y ait d'autres talents Donc c'est vraiment une seule brique à l'édifice. Alors, on a essayé de faire, comme tout rapport, essayer de faire le point sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Sur les 3 thèmes. Alors les 3 thèmes, c'était le réchauffement climatique. Je dis bien le réchauffement climatique, pas l'environnement, parce que l'environnement, c'est un thème encore beaucoup plus large. Le rapport fait plus de 500 pages et on a l'impression d'avoir oublié quasiment tous les thèmes. C'est toujours un peu compliqué de choisir un peu quoi faire, mais on s'est concentré sur le réchauffement climatique. Les inégalités, comme vous allez le voir sur certains sujets sur les inégalités, il y en a des dizaines de formes d'inégalités. Donc, évidemment, on s'est restreint à certaines choses. Et le président voulait qu'on travaille sur le vieillissement et ça a eu tendance à finalement se concentrer sur les retraites. Mais évidemment, sur le vieillissement, il y a beaucoup d'autres sujets. Alors, on a essayé de dire que pour chaque sujet, il fallait un ensemble de mesures cohérentes. C'est-à-dire que, prenons la taxe carbone, pratiquement tous les économistes au monde sont d'accord qu'il faut soit une taxe carbone, soit un système de cap and trade, un système CQ, pour combattre. Mais ça ne suffit pas, et de loin. Et donc, il faut avoir une vision plus holistique, si je puis dire, du sujet.
Et ça, on a fait ça un peu sur tous les chapitres, essayer de comprendre aussi les perceptions, parce que les perceptions sont très importantes. Enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, c'est évidemment très important pour essayer de comprendre comment on fait des réformes et pourquoi des choses qui ont déjà été recommandées 10 fois. Vous allez voir votre réaction, parfois, ça va dire, mais ça, on en a parlé, ça fait 40 ans qu'on en parle, ça a été proposé 30 fois, et vous nous reproposez encore la même chose. Mais oui, mais il faut comprendre pourquoi ces choses évidentes n'ont pas été adoptées. Donc, il faut parler des perceptions de la population vis-à-vis de ces choses-là. Et en particulier, donc il y a les perceptions, et puis il y a aussi le côté gagnant et perdant, parce que évidemment, vous avez chaque politique économique a des perdants, fait des perdants. Et il faut essayer de comprendre comment on peut faire. Est-ce qu'on doit les indemniser en quelque sorte, et si oui, comment? Alors sur le réchauffement climatique, bon ben, je ne vais pas répéter que c'est une urgence absolue. Il y a suffisamment de COP qui ont dit ça. Et on a beaucoup de retard, évidemment, pour la décarbonation et la transition et aussi pour la R&D. Hein. En question R&D, on a aussi beaucoup de retard. Alors, il y a quelques bonnes nouvelles, heureusement, qui en général sont dues plutôt à la recherche et au développement qu'en fait à nos politiques économiques. Donc, il y a le solaire et l'éolien, le LED, évidemment, pour l'éclairage, les véhicules électriques font des progrès, les protéines alternatives, etc. Bon, l'urgence, une bonne nouvelle, c'est que l'urgence est perçue par les Français. Hein. Donc, il n'y a pas de problème, on n'est pas aux États-Unis. Les gens comprennent bien qu'il y a quelque chose à faire, à part que quand on leur demande qui doit payer pour la transition énergétique, 90% pensent que même quelqu'un de la classe moyenne ne devrait pas avoir à payer pour ça. Donc là, on voit tout de suite la difficulté de la chose. Tout le monde est d'accord qu'il faut faire quelque chose, mais pas moi. Donc ça, c'est quand même un problème. Et un problème de perception. Alors, certaines personnes sont correctes. C'est clair qu'il y a des gagnants et des perdants. Il est vrai que beaucoup des politiques écologiques sont régressives. C'est-à-dire que la part du revenu qui est dépensée dans ces politiques est plus élevée pour les ménages les plus pauvres. Donc ça, c'est vrai évidemment pour la taxe carbone, mais c'est vrai aussi pour des choses qui sont beaucoup plus populaires que la taxe carbone, comme les subventions aux voitures électriques. Qui a une voiture électrique, ben, c'est évidemment pas les moins fortunés. De même, les subventions aux panneaux solaires sur le toit, ben, ça profite aux propriétaires. Donc il y a quand même effectivement un problème de régressivité. Par contre, il y a beaucoup de perceptions incorrectes. Alors, les perceptions incorrectes, par exemple, la taxe carbone, je n'ai pas besoin de vous le dire, est incroyablement impopulaire, d'ailleurs pas seulement qu'en France. Par contre, il y a d'autres politiques écologiques qui sont très populaires, même si elles coûtent aux ménages souvent plus cher, ou la même chose. Donc depuis 2005, on a en Europe le système CEQE ou ETS sur les quotas d'émissions, qui est une bonne politique, hein, je ne vais pas la critiquer du tout, mais qui évidemment est assez invisible parce qu'elle est payée par les compagnies d'électricité, etc. Donc personne, peu de gens savent ce qui se passe. Alors je ne parle pas des subventions aux énergies renouvelables, à l'isolation, c'est même pas très populaire. Donc il faut bien comprendre qu'une subvention, c'est toujours une taxe. Donc à un moment ou à un autre, mais les gens s'en rendent pas compte. Donc ça pose un problème démocratique, je dirais quasiment démocratique, sur comment faire. On parlera peut-être dans la discussion de la différence entre taxes et quotas d'émission. Et puis il y a cette chose, alors je ne sais pas si j'ai raison vraiment sur ce sujet, mais les emplois verts et la croissance verte, ça me fait toujours un peu sursauter. Parce que si c'était si facile que ça, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. C'est-à-dire que si on pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre et devenir vert tout en gagnant des points de croissance, ça serait merveilleux. Alors, au minimum, il faut préciser ça. Et quand Joe Biden, par exemple, qui par ailleurs fait quand même un petit peu de progrès par rapport à son prédécesseur, dit on va créer je ne sais pas combien de millions d'emplois verts, mais l'argent qu'on dépense, évidemment, on pourrait le dépenser pour les écoles, pour les hôpitaux, etc. Enfin, ça n'a pas de sens en soi-même. Donc il faut être plus précis que ça. Donc, alors les recommandations, prix du carbone. Un prix du carbone parce que ça donne les bonnes incitations, parce que
Ça permet d'avoir l'efficacité économique. Vous n'avez pas des gens qui dépensent 1 000 € pour éviter une tonne de carbone quand d'autres ne dépensent pas 5 € pour le faire. Enfin, c'est efficace. Ça stimule la R&D parce que ça monétise, enfin plutôt c'est le prix de carbone demain, pas aujourd'hui, mais ça monétise finalement les inventions, les innovations technologiques vertes. Et puis quelque chose dont on parle moins, c'est que ça simplifie les choses. Et je reviendrai là-dessus. D'abord, ça simplifie la vie de l'État. Et puis, ça simplifie la vie des particuliers. Vous me demandez, est-ce qu'il vaut mieux manger des tomates? On s'est moqué un peu de moi sur l'économiste thaumaturge, mais vous me demandez pourquoi il vaut mieux manger des tomates d'Île-de-France plutôt que des tomates importées d'Espagne. Évidemment, les tomates importées d'Espagne, ça pollue parce qu'il y a du transport, etc. Mais d'un autre côté, vous allez cultiver vos tomates sous serre en Île-de-France. Bon, in fine, qu'est-ce qui est le plus écologique? Moi, j'en sais strictement rien quand le samedi matin, je vais au marché. Alors que s'il y a un prix du carbone, je le sais, parce que c'est déjà inclus dans le prix des tomates. Voilà, donc il n'y a pas que les individus, il y a aussi, vous pensez à l'investissement socialement responsable, etc. Voilà. Alors, plus en détail, alors d'abord, ce sont des mesures de bon sens. Hein. Je crois que je ne vais pas vous étonner beaucoup ce matin, mais il y a beaucoup de mesures de bon sens, comme pas d'exemption. Alors, elles sont inefficaces, hein, parce que ça revient à dire que le prix du carbone est zéro ou assez faible sur certaines choses. Évidemment, ça crée du lobbying. Et ça, les Gilets jaunes avaient raison sur ce point particulier. Dire pourquoi je vais payer une taxe carbone alors que les taxis, les agriculteurs, les routiers, les pêcheurs, enfin, n'en paient pas ou paient une très faible. Il n'y a pas de raison. Les subventions aux énergies fossiles, il faut effectivement arrêter. En Europe, on n'est pas aussi mauvais effectivement que la Chine ou les États-Unis, mais disons qu'on peut arrêter ces subventions aux énergies fossiles. Alors, la taxe carbone aux frontières, c'est évidemment quelque chose qui est plus complexe. Donc l'ajustement aux frontières, la logique est évidente, c'est de protéger nos industries. C'est-à-dire que jusqu'ici, quand les prix du carbone étaient à 5-10 €, bon, c'était pas très important, mais quand vous avez des prix du carbone qui commencent à être à 60 €, c'est 55, je crois, en ce moment sur le marché ETS, ou 100 €, on parle de 200 €, peut-être qu'il serait nécessaire. Là, vous avez vos industries qui seront délocalisées. Donc il est important d'avoir une taxe d'ajustement aux frontières. Les économistes ne sont pas très passionnés de ce genre de taxe parce qu'évidemment, c'est très difficile à administrer. Donc soit on le fait sous forme forfaitaire, soit on autorise les importateurs à montrer qu'ils sont verts après tout. Donc ça nécessite des mesures très compliquées parce qu'il faut faire la chaîne de valeur et regarder ce qui se passe. Donc en pratique, ça sera plutôt... Évidemment, il y a de la sélection adverse, comme on dit, l'anti-sélection, parce qu'évidemment, ceux qui ne veulent pas montrer qu'ils sont verts ont tendance à ne pas l'être. Donc, en gros, il faut faire à la louche. Hein. Donc c'est pas très juste, etc. Mais je ne vois pas d'autre solution. Et donc, sur les 26 du groupe, il n'y en a pas un seul qui était excité par cette mesure, mais les 26 étaient pour quand même. Donc c'est pour dire que il n'y a pas beaucoup de solutions. Alors, un système de quotas, on pourra revenir là-dessus au niveau européen. Donc, l'extension du système, c'est que avec un prix plafond et un prix plancher, alors il y a au moins 3 façons, on le détaille dans le rapport, de faire en sorte qu'on s'ajuste finalement. Il y a beaucoup d'incertitudes à la fois sur la technologie et sur l'acceptabilité sociale. Et donc, il y a plusieurs façons d'ajuster finalement le nombre de quotas, par exemple, ou d'ajuster la taxe carbone. Mais il faut une certaine visibilité, parce qu'aujourd'hui, vous construisez une centrale électrique, vous faites l'isolation d'un bâtiment, vous achetez une voiture, bon, ça va durer 5, 10, 30 ans. Et donc, il faut une certaine visibilité sur le prix du carbone pour prendre les bonnes décisions. Et ça vous pouvez le faire si vous avez des prix qui sont un peu stabilisés. Donc on propose un plancher ou un plafond, mais il y a d'autres solutions. Il y en a d'autres qui ont proposé, par exemple, une banque centrale du carbone, c'est-à-dire comme une banque centrale avec une mission et qui ajuste en fonction
des nouvelles qui arrivent. Il y a encore d'autres façons que j'ai développées il y a 25 ans avec Jean-Jacques Lafont. Enfin, il y a différentes façons de faire, mais il faut donner une certaine visibilité finalement à tous ceux qui vont investir. Et enfin, et c'est très très important, la redistribution. Donc, les économistes en général n'aiment pas allouer un revenu à une dépense particulière. Donc, il y a l'unicité du budget de l'État, normalement. Ceci dit, il y a aussi les considérations, les considérations politiques. Et là, on a violé nos propres règles 2 fois. Il y a une autre fois dont je vais parler, en disant peut-être que ça serait bien que l'argent, par exemple, d'une taxe carbone ou de la vente de quotas d'émissions aille finalement à l'indemnisation des perdants. Alors, les perdants, ça peut être au niveau domestique, les ménages qui sont pas très aisés et qui, effectivement, vont souffrir d'une taxe carbone, mais ça peut être aussi au niveau international. Une des choses vraiment très tristes, c'est qu'en Europe, on n'arrête pas le charbon. On va attendre 2038, 2040. Il faut arrêter, je ne dis pas dès maintenant, mais dans les 5 ans qui viennent. Ça pollue énormément. À 40 € la tonne, on se débarrasserait du charbon. Normalement, il faut absolument qu'on arrive à se débarrasser du charbon. Même si on remplace par le gaz, qui pollue beaucoup, on diminue la pollution de moitié quand même. Et c'est comme ça que l'Angleterre, en partie, a réduit sa pollution énormément. Mais là, les mineurs, évidemment, les mineurs polonais, ils vont faire la tête, et je les comprends. Et donc, il va falloir qu'on fasse des efforts pour les compenser. Je crois que le Green Deal, on avait déjà oublié ça un peu avec les Gilets jaunes, avant les Gilets jaunes, mais aussi le Green Deal a tendance à peut-être ne pas aller assez loin dans le domaine. Alors, des subventions à la recherche et développement, ben oui, ça c'est très important. La recherche, la R&D verte est trop faible actuellement. Elle a été trop faible les 30 dernières années. Il y en a, heureusement, il y en a quand même. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Donc les Américains ont construit sur le mode DARPA. Ils ont construit, DARPA, c'est l'initiative de la défense, qui a donné naissance à beaucoup de nos technologies qu'on utilise actuellement. De même, pour ce qui est de l'énergie, il faudrait faire la même chose d'ailleurs pour le médicament, mais pour l'énergie, on peut faire une initiative européenne, ARPA-I, I pour énergie, puis aussi on en rajoute un E pour européen, et faire en sorte effectivement qu'il y ait une gestion, c'est la politique industrielle, qui soit efficace. Alors vous allez me dire, les économistes n'aiment pas trop la politique industrielle. La vérité, c'est que la politique industrielle, c'est la meilleure et la pire des choses. Et souvent, on la pratique de façon très inefficace, vraiment un gâchis d'argent public. Mais il y a aussi des bonnes façons de le faire, à condition qu'on mette en œuvre des mécanismes, genre justement d'ARPA, avec des autorités indépendantes, pas soumises à la pression du politique, avec des vrais managers qui soient spécialisés. Enfin, ARPA-I, c'est remarquable. Ils ont mis Stephen Chu, qui a un prix Nobel de physique, qui l'a construit, qui a après mis comme directeur un grand scientifique de Berkeley, etc. Enfin, avec une marge de manœuvre très importante, c'est capable de choisir un petit nombre d'équipes au lieu de saupoudrer, de choisir un peu ce qu'ils pensent ou elles pensent sont les meilleurs, et puis après d'arrêter les projets au bout de 3 ans si ça ne marche pas. Enfin, vraiment comme du venture capital, comme ça doit l'être. Et puis se fixer les objectifs et pas les stratégies. Ça, c'est encore quelque chose qu'en France, on ne comprend pas toujours. Heureusement que pour les vaccins, on a fixé les objectifs et pas les stratégies. Voilà, donc ça, c'est un bon exemple de choses, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses à faire. Mais effectivement, au niveau européen, ça n'en prend pas... Je ne sais pas si ça va se passer. L'autre chose qu'on a conclu, évidemment, c'est qu'il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Hein. C'est vraiment très important. On ne sait pas ce qui va marcher, fondamentalement. Et donc, bon, il y a beaucoup de gens qui savent. Moi, mon point de vue, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va marcher. Donc, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Après, je vais peut-être passer rapidement sur les normes et interdictions. Il en faut aussi des normes, par exemple. Il faut essayer quand même d'avoir une petite mesure de combien ça coûte à la société. Donc, encore une fois, mettre une norme, par exemple, qui reviendra à payer 1 000 € la tonne de carbone évitée, c'est pas écologique.
Parce que pour le même prix, pour le même coût, vous pourriez éviter 20 tonnes au prix actuel sur le marché ETS. Donc, vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a des politiques écologiques qui ne sont pas du tout écologiques, en fait, parce qu'on pourrait économiser beaucoup plus de tonnes. Donc là, on préconise la création d'une agence, ou peut-être un renforcement d'une agence actuelle, qui ait des compétences économiques, qui puisse dire, écoutez, ça c'est bien, ça va, bon, peut-être ça coûtera 100 euros, mais on n'est pas à 1000 euros la tonne de carbone évitée. Sur l'électricité, c'est clair qu'il va y avoir une demande pour l'électricité gigantesque, parce qu'on a des voitures électriques, on va avoir des voitures électriques, du chauffage électrique, etc. Donc, ce qui va mettre à mal à la fois notre génération et notre réseau de transport d'électricité. Et donc, il va falloir développer les deux. C'est pas facile. Notre conclusion, c'est qu'il faut absolument garder le nucléaire. Et je peux vous dire que dans la commission, on n'avait pas que des amis du nucléaire, mais notre conclusion, c'était qu'il faut absolument garder le nucléaire existant. On ne s'est pas prononcé sur le nouveau nucléaire, troisième génération, SMR, etc. Ça, on n'a pas eu le temps et honnêtement, on n'avait pas les compétences. Mais disons que sur le nucléaire, il faut garder le nucléaire existant parce que sinon, d'un point de vue écologique, ça va être très, très compliqué. Les actions à l'international, l'Europe, vous le savez très bien, pèse pas grand-chose. Elle pèsera encore moins en termes d'émissions demain. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Hein, genre, la valeur d'exemple, bon, ça n'a pas très bien marché après Kyoto, mais on peut toujours essayer. L'ajustement aux frontières, faire de la R&D verte qui puisse être transférable aux pays pauvres. Il ne faut pas oublier que la Chine et l'Inde, pour ne parler que d'eux, hein, il y en a beaucoup d'autres pays qui font la même chose, sont en train d'ouvrir de nouvelles mines de charbon. C'est catastrophique. Donc, si on peut avoir des technologies qu'on donne aux pays moins avancés, enfin, la Chine, c'est très difficile de dire qu'ils ne sont pas avancés, mais voilà, ce serait quand même pas mal. Parce que avant de leur imposer un prix du carbone, ça ne va pas être facile. Hein. Et puis la construction des... Alors sur le club du climat, on pourra revenir là-dessus si vous voulez. Alors, je vais terminer par deux fausses bonnes idées. C'est des choses effectivement qui sont peut-être pas très populaires, qui à première vue nous paraissent très sympathiques. C'est-à-dire qu'on serait assez pour, et puis en réfléchissant un peu plus, on n'était pas enthousiaste sur ces méthodes. Donc, comme vous le savez, en France, on a une loi qui non seulement autorise, mais impose l'inclusion de critères environnementaux dans les contrats publics, hein, sur les marchés publics. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment se défausser. Se défausser vers des acteurs qui n'ont pas la capacité, ni forcément les incitations de le faire. Donc, vous êtes une collectivité territoriale, je ne sais pas où. On va vous demander de comparer les offres des différents fournisseurs, y compris dans le domaine environnemental. Vous n'avez absolument pas la capacité de savoir quelles sont les émissions le long de la chaîne de valeur de l'entreprise, des différentes entreprises. Vous n'avez aucune information là-dessus. Et vous allez choisir sur la base d'une déclaration des entreprises. Donc ça n'a pas de sens, à mon avis. En plus, il y a le risque de favoritisme. On va encourager évidemment les entreprises locales pour être sûr qu'on a des votes à les prochaines élections, etc. etc. Donc ça m'inquiète très fortement. En fait, c'est l'État qui se défausserait un petit peu sur ces collectivités territoriales. Moi, ça me paraît pas une bonne solution. L'autre chose extrêmement populaire, et je sais qu'il y a certains économistes qui sont en désaccord là-dessus, c'est la Banque centrale verte. Alors, la Banque centrale verte, c'est une banque centrale qui non seulement utilise les données climatiques pour faire des stress tests, qui est déjà dans sa mission, il n'y a aucune discussion sur ce sujet, puisque le réchauffement climatique, c'est évidemment un choc macroéconomique, et donc ça a des conséquences sur la solvabilité des banques, etc. etc. Mais par contre, par exemple, il y a un commissaire européen qui a proposé de réduire les exigences prudentielles en capital, en liquidité, pour les banques qui prêteraient aux entreprises vertes, aux projets verts. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que
d'abord, on ne veut pas créer un nouveau subprime qui sera un subprime vert, mais par ailleurs, de nouveau, on se demande qu'est-ce que la Banque centrale a comme capacité de mesure des émissions. De nouveau, ce n'est pas son sujet. Et puis, il y a le problème général de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on demande à la Banque centrale, bon, elle a beaucoup fourni de liquidités lors des 2 dernières crises, c'était une bonne chose. Mais là, le mission creep est quand même considérable. Donc, elle va faire la politique environnementale, et demain, ça sera la politique d'éducation, la politique sur les inégalités, la politique, ça devient un gouvernement, carrément. Et dans ce cas-là, une de ses grandes vertus d'une banque centrale, c'est son indépendance. Elle risque d'être vraiment mise à mal. Voilà, donc c'est un sujet. Et moi, je pense que les États devraient être vraiment des stratèges qui assument leurs responsabilités et ne se défaussent pas sur d'autres acteurs. Je réalise que je prends beaucoup de temps. Vous m'arrêtez. Donc, sur les inégalités, donc je fais un tour d'horizon rapide. Les inégalités, bon, en France, vous le savez, ne sont pas pires qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elles sont au bon niveau. Donc, à la fois au niveau en évolution, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu en France l'évolution qu'il y a eu dans un certain nombre d'autres pays. Le débat est très centré sur les États-Unis, évidemment, où les inégalités sont absolument abominables. On a, grâce à la redistribution, il faut bien le dire, finalement des inégalités qui sont plutôt infiniment plus faibles, évidemment, qu'aux États-Unis, mais pas trop mal du point de vue européen. Par contre, il y a des inégalités, il y a d'autres formes d'inégalités qui sont extrêmement fortes. L'inégalité éducative est extrêmement forte en France, hein, vous le savez. On pourra en reparler, si vous voulez, dans la discussion. Elles sont considérables. On est parmi les derniers de l'OCDE là-dedans. Moi, dans mon livre « Économie du bien commun », je parlais de délit d'initié, mais là, on est vraiment en plein délit d'initié. Mais il n'y a pas... Comme aux États-Unis, hein, en passant, il y a des livres... aux États-Unis, qui est de plus en plus d'intellectuels aux États-Unis critiquent la méritocratie. Alors au départ, en partie parce qu'elle n'existe plus du tout, mais plus du tout. Donc c'est pas un phénomène typiquement français, mais en France c'est particulièrement accentué. Donc et ça, je crois que les gens comprennent. L'égalité des chances n'existe pas en France. Alors les mesures à prendre, pour vous dire qu'on est loin d'avoir tout traité, vous pouvez pour combattre l'inégalité, vous pouvez le faire avant la production, en quelque sorte. C'est l'égalité des chances dans l'éducation, mais éventuellement aussi dans la richesse. Pendant la production, donc l'accès à l'emploi, bien sûr, et puis la formation continue, éventuellement réfléchir à la technologie, je reviendrai là-dessus. Et puis après production, qui est vraiment le système français classique, c'est-à-dire la fiscalité classique de redistribution, mais aussi toutes sortes d'assurances sociales, y compris l'assurance chômage. Donc, toute évidence, là, on aurait eu besoin de 1000 pages pour traiter tous ces sujets. Donc, on ne l'a évidemment pas fait, donc je vais parler de quelques sujets particuliers. Donc, l'égalité des chances, évidemment, l'éducation, il faut faire un effort énorme sur l'éducation. Donc là, il y a quand même un effort qui est en train d'être fait en ce moment, mais c'est loin d'être suffisant. En particulier, bon, là, il y a eu un effort sur l'apprentissage qui marche bien. Je crois qu'on comprend maintenant que la période 0 à 6 ans est absolument cruciale. Toutes les études économiques depuis 20 ans le montrent. Donc en France, on est beaucoup dans la réparation, d'une certaine manière, mais il faut s'y prendre plus tôt dans l'âge. Pardon. Et donc, tout ce qui est acquis cognitif, les compétences socio-comportementales, c'est très, très important. Excusez-moi. Donc, il faut faire beaucoup plus. Donc, bon, on pourra discuter un peu des choses à faire, mais ça paraît tout à fait crucial. Et puis, on voit l'inégalité qui s'est développée. Hier, dans le train, je suis en train de lire, je lis des livres sur la méritocratie, et un professeur de droit de Columbia, en fait, a un livre assez connu dans lequel il calcule en particulier combien dépensent les parents pour leurs enfants, et selon la classe sociale. Et ils disent que maintenant, on en est à 10 millions de dollars par des parents de classe aisée. Alors actualisé, c'est-à-dire que s'ils gardaient cet argent et le mettaient en bourse et le donnaient à leurs enfants en retraite, on aurait des sommes pas loin de 10 millions de dollars, ce qui est quand même absolument gigantesque. C'est-à-dire que maintenant, les gosses, dès l'âge de 2, 3 ans, 4 ans, ils
quand ils sont dans une classe très aisée, ils ont tous leurs cours possibles et imaginables. Ils ont leurs cours de maths l'été, ils ont leurs cours de ceci, leurs cours de piano, leurs cours de violon, leurs cours, etc. Sans parler de toutes les écoles et les tuteurs qu'ils ont. Les sommes qu'il cite dans son chiffre sont absolument... Évidemment, rien de tout ça est disponible pour les classes moyennes et a fortiori pour les classes pauvres. Donc on est dans une... Et vous regardez effectivement qui va à la Yale Law School ou à la Harvard Law School, c'est vraiment une fraction infime de la population. Et c'est totalement prévisible. Donc, et en France c'est un peu l'argent, évidemment, c'est en partie l'argent, de plus en plus, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Et des choses qui avaient été dénoncées il y a 50, 60 ans par Raymond Boudon, par exemple, aussi par Bourdieu, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Et pire. Donc on a un gros problème. Alors après, quelque chose dans la presse, que la presse a beaucoup relevé, c'est évidemment la question des inégalités de patrimoine. Alors évidemment, d'un point de vue économiste, mais aussi en tant que parent, on est toujours confronté au dilemme suivant, c'est-à-dire qu'on voudrait bien laisser l'argent qu'on a gagné à la sueur de notre front à nos enfants, mais d'un autre côté, on dit aussi qu'on voudrait que les enfants partent avec une chance égale dans la vie. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on a fait des sondages. On demande aux gens, est-ce que vous pensez c'est normal qu'on vous taxe quand vous donnez de l'argent à vos enfants? Tout le monde dit c'est un scandale. Non, pas du tout. Et puis après, on demande aux mêmes personnes, est-ce que vous trouvez normal que deux enfants partent dans la vie avec des chances complètement différentes, des revenus complètement différents? Ils disent, ah non, c'est un scandale. Et donc, et là, il y a un peu... Et on le sent, en tant que parent, on ressent exactement cette tension entre les deux choses. Et donc, en France, le problème dont on parle, c'est dans le chapitre qui a été écrit par Stéphanie Stancheva, qui est une Française de Harvard, et puis Dani Rodrik, qui est aussi à Harvard, c'est de faire différemment, de deux manières. Alors, c'est pas les taux. Les taux en France sont déjà élevés, sont parmi les 3-4 plus élevés de l'OCDE. C'est surtout la façon dont c'est mis en œuvre. Donc déjà, ce qui compte, c'est pour l'égalité des chances, c'est le bénéficiaire. Donc, par exemple, c'est pas normal que vous puissiez avoir 2 fois plus d'argent exonéré si vous avez 2 parents plutôt qu'un. C'est du côté du bénéficiaire que ça compte, et ça devrait être le long de la vie. Et puis effectivement, essayer d'éviter tous les échappatoires. Et ils sont nombreux en France contre ça. Alors, on n'a pas fait d'études sur l'élasticité sur la mobilité finalement des familles très riches face à l'impôt sur l'héritage. Et là, une autre chose qu'on dit, c'est de dire, bon, si jamais on fait un impôt sur l'héritage qui rapporte plus d'argent, parce qu'il ne rapporte pas énormément d'argent en France, l'idée, c'est de l'utiliser à des bonnes fins, non pas en donnant un chèque de 100 ou 150 000 euros à chaque enfant, ou même à chaque enfant pauvre, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'utiliser ça pour financer des actions qui contribuent à la qualité des chances. Et donc, ça peut être des crédits d'éducation ou autre chose. C'est typiquement un exemple où on n'a pas fait le travail qui serait nécessaire, effectivement, pour mettre ça en œuvre. Mais disons que l'idée générale, que ça devrait contribuer à l'égalité des chances. D'ailleurs, ça rendrait l'impôt beaucoup plus populaire, je pense. Si vous saviez que cet impôt que vous payez quand vous transmettez de l'argent à vos enfants va aussi servir à augmenter le capital humain éducatif de gens de gosses défavorisés, je pense que ça serait beaucoup plus acceptable de votre part. Voilà, donc après il y a la redistribution classique, le débat sur le capital, enfin c'est des débats très, très classiques en économie, c'est-à-dire qu'on a vu que le capital était extrêmement mobile, le travail il est beaucoup moins, sauf le travail des catégories très favorisées. Et donc, tous les pays ont évidemment baissé l'impôt sur le capital et il fallait bien répercuter, donc on augmenté les impôts sur le travail. Donc en France, évidemment, c'est le cas extrême où l'impôt sur le travail est très élevé, enfin l'impôt au sens charge sociale, etc., est très, très, très élevé. Évidemment, ça incite à substituer du travail pour le capital, donc il y a un peu une distorsion là. Alors, les annonces des 15%, moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Avoir un impôt minimal pour éviter la concurrence fiscale effrénée, c'est plutôt une bonne chose. Et puis il y a quand même des perspectives avec des échanges de données et l'intelligence artificielle pour améliorer le contrôle.
Alors, pendant la production, juste très rapidement, bon, il y a les mesures traditionnelles, ça c'est classique, hein. Formation professionnelle, le droit du travail. Vous savez qu'Olivier Blanchard et moi-même avons milité depuis 20 ans pour un bonus-malus, qui est un peu le principe pollueur-payeur appliqué au licenciement, pour 36 raisons. Donc là, il est timidement mis en œuvre, mais très timidement, avec des tas d'exemptions, comme toujours en France, qui donne des incitations évidemment à former aussi. Une des raisons, c'est de donner des incitations à former les gens et arrêter avec ces contrats de CDD, tout en gardant la flexibilité. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin? Là, je vous dis franchement qu'on a eu une discussion au sein de la commission. On s'est mis d'accord sur énormément de choses. Là, c'est un sujet sur lequel on ne s'est pas mis d'accord. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut infléchir la technologie vers des technologies, que ce soit l'investissement ou des technologies de rupture, qui favorisent l'emploi plutôt que se substituer à l'emploi. D'accord? Donc, d'un point de vue théorique, oui, pourquoi pas. D'un point de vue théorique, pourquoi pas. Peut-être mieux, effectivement, subventionner l'investissement qui va créer des emplois plutôt que l'investissement qui va en supprimer. La difficulté, évidemment, c'est comment on sait. Et d'ailleurs, les économistes, en ce moment, sont en train de se disputer sur est-ce que l'intelligence artificielle, les robots, etc., sont des compléments ou des substituts à l'emploi. Donc, c'est facile de trouver des exemples, mais de façon générale, comment on fait et comment on administrerait ça? C'est comme la politique industrielle. Donc, imaginez, par exemple, que la région Grand Est décide de subventionner tel projet plutôt que tel autre. Et donc, il faut qu'elle ait des données, qu'elle comprenne est-ce que c'est un substitut ou un complément à l'emploi. Ça ne va pas être facile. Mais enfin, disons qu'il y a eu cette discussion, donc on n'a pas du tout conclu. Et je pense qu'on n'est pas en mesure de conclure à cette étape. Alors, rapidement, parce que je réalise que je suis en train de prendre beaucoup trop de votre temps. Sur la démographie, ça, je peux aller assez vite parce que je crois qu'on a parlé suffisamment des réformes des retraites ces dernières années. Bon, on vit de plus en plus vieux, c'est pas un scoop, c'est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle. Et on vit de plus en plus vieux en bonne santé d'ailleurs, quand on a de la chance. Mais évidemment, ça demande des ajustements. En France, comme vous le savez aussi, l'âge de départ moyen à la retraite, et c'est vraiment très très tôt. Même l'Italie a fait ses réformes. Nous, on est encore très en retard là-dessus. C'est plus que, d'ailleurs, l'âge de départ à la retraite. C'est le taux d'emploi moyen entre 55 et 64 ans qui est extrêmement faible, surtout à partir de 60 ans qui est extrêmement faible en France. Donc là, il y a un gâchis économique parce qu'il n'y a pas d'évidence empirique selon laquelle la productivité diminue avec l'âge. Alors, il y a certains métiers où c'est vrai. C'est assez facile de trouver des métiers où, effectivement, des métiers assez pénibles pour lesquels c'est effectivement difficile de continuer à travailler tard. Mais pour la plupart des métiers, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'évidence empirique. Donc, il y a une perte économique qui est importante de cette cause. Alors, après, il y a aussi les gens peuvent avoir envie de prendre leur retraite plus tôt. Nous sommes tous différents, c'est normal d'avoir des goûts différents. Je dois avouer qu'en France, il y a aussi ce problème qu'on a tendance à faire carrière dans la même entreprise. Bon, c'est en train de disparaître, évidemment, souvent sans être formé, parce qu'en France, la formation continue, d'une part, il y en a peu qui en bénéficient, mais d'autre part, elle n'est quand même pas très bonne, il faut bien dire ce qui est, elle n'est pas certifiée. Bon, il y a une réforme qui va se passer. Donc, il y a ce fait que les gens ont le même emploi, et puis ça devient très ennuyeux après 40 ans, il faut bien dire ce qu'il y a. Donc, il n'y a pas vraiment cette mobilité. Donc, ce qu'on propose, c'est pas nouveau, hein, c'est un système à points. À la retraite, vous avez un certain nombre de points, c'est converti en fonction de la valeur du point. La valeur du point est déterminée par l'équilibre du système de retraite. Il y a un âge minimal de la retraite, je ne sais pas, 62 ans, peu importe. Et puis, si on travaille plus longtemps, on accumule d'autres points, d'une certaine manière. Enfin, c'est-à-dire qu'on va, effectivement, quand on travaille plus longtemps, on a un double bénéfice pour la sécurité, enfin pour le régime des retraites. C'est d'une part,
on continue de cotiser, et d'autre part, on va être moins longtemps en retraite. Donc c'est un double bénéfice. On peut avoir quelque chose qui correspond à la valeur actualisée de ça. Enfin, bon, il y a 36 façons de faire, mais disons, donner des incitations aux gens à continuer s'ils ont envie de continuer. Disons que ça paraît assez raisonnable. Avec, évidemment, faire attention à l'équité, à la redistribution. Donc, il y a des gens qui ont des carrières plus compliquées. Il y a des gens qui auraient des très petites retraites autrement. Il y a déjà un minimum retraite, hein, de toute façon. Donc, disons, les 3-4 déciles du bas, les aider, leur donner des points supplémentaires. Là, on n'a pas calibré du tout, hein. Donc, encore une fois, notre rapport n'est pas prêt à l'emploi. Voilà, donc ça, c'est un des sujets. Sur la pérennité, donc, si vous voulez équilibrer le régime de retraite, il y a 3 façons. La première, c'est d'augmenter les cotisations. La Commission a dit maintenant à 27,5%, c'est quand même un peu trop. On met toujours sur les cotisations en France, ça augmente le coût du travail, du coup ça crée des problèmes d'emploi, etc. Donc on a dit, maintenant il vaut mieux soit diminuer les retraites, bon ça paraît pas très populaire, soit travailler plus longtemps. Donc c'est pas très extraordinaire comme conclusion. Donc après, une petite révolution qu'on propose, c'est d'avoir les cotisations et les pensions indexées sur le salaire moyen pour garantir l'équilibre du système des retraites. Parce que si vous le faites sur l'inflation, il y a une réforme qui est allée dans ce sens-là en France, ben, si la productivité varie, et c'est très difficile de prévoir la productivité, ben, vous allez avoir un système de retraite qui va avoir des problèmes parce que, in fine, vos cotisations, elles sont basées sur les salaires. Donc, si les cotisations sont basées sur les salaires, il faut aussi que les pensions soient indexées sur le salaire moyen. Voilà. Donc, voilà, ça sera automatiquement ajusté par le rapport retraite-cotisant, évidemment. Quand vous convertissez vos points à votre retraite, ça va être basé sur, effectivement, la valeur du point va être basée sur le ratio entre retraités et cotisants. Voilà. Et puis après, quand je dis il vaut mieux travailler plus longtemps, c'est un choix démocratique. C'est pas un économiste de dire est-ce qu'il faut travailler plus longtemps ou est-ce qu'il faut diminuer les retraites. Cette partie-là doit être démocratique, n'appartient pas aux experts. Par contre, la mise en œuvre de ce système et la création et la surveillance d'un fonds des retraites parce qu'il y a toujours des imprévus, la Covid par exemple. Là, c'est comme une banque centrale, ça doit être indépendant, c'est différent. Donc il faut que la mission soit déterminée de façon démocratique et après la mise en œuvre de façon moins démocratique. Sur la pénibilité, on a été assez clair là-dessus. C'est très compliqué, c'est un sujet qui est réel, mais franchement qui est d'une complexité absolument invraisemblable. Donc, oui, il y a des métiers où on ne devrait pas attendre 62 ans ou 65 ans pour prendre sa retraite, tout à fait. Mais c'est très difficile pour l'État de savoir si tel métier est pénible ou pas, parce que là, les définitions varient énormément. Et donc, l'information au niveau de la branche et de l'entreprise, et nous sommes contre la mutualisation. Ça c'est cool, mais disons que l'idée, c'est que les branches et les entreprises décident de quels sont les métiers pénibles. Mais la contrepartie de ça, c'est évidemment qu'elles financent le delta. C'est-à-dire que si on autorise des gens à prendre leur retraite à 55 plutôt que 62 ans, la branche doit financer tout ça. C'est la vérité des coûts, parce que c'est la vérité des coûts, parce qu'effectivement, une branche qui crée des métiers pénibles doit effectivement supporter ce coût. Il n'y a pas de raison que les autres branches supportent ce coût. C'est la vérité des coûts, mais il y a aussi, ça crée des incitations à prendre soin de la santé des salariés, parce qu'un métier n'est pas forcément pénible. Parfois, il est pénible, on ne peut pas l'éviter. Parfois, on peut l'éviter. Donc, si on responsabilise les entreprises, c'est mieux. Voilà, après, bon, il y a des mesures de type médical et autres, aussi la flexibilité des horaires. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de partir complètement en retraite, mais qui aimeraient bien commencer par un mi-temps, par exemple, ou ce genre de trucs. Il faut avoir de la flexibilité, je pense. Voilà.
Voilà, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci au professeur Tirole pour ce passionnant et très éclairant exposé. Donc, la parole va être à vous. Nous vous rappelons la règle qui est que chacun se présente, puisque les débats sont enregistrés. Donc, vous levez la main, il y a un micro-baladeur qui va circuler. Voilà, à la première table. Georges Couvois, je suis retraité de la banque. Je suis membre de l'association des directeurs financiers. Je suis professeur en management depuis ma retraite. Et je suis membre du jury du prix Turreau. Deux questions. Vous avez dit qu'il fallait développer la formation et le niveau de formation pour assurer un meilleur emploi et donc une richesse plus importante pour la formation. Mais tous les emplois qui vont être abandonnés de ce fait-là, ce qu'on appelle les emplois mineurs, hein, ceux qui font le ramassage des ordures ménagères, des choses comme ça, vous allez compenser comment? Vous allez avoir une politique d'immigration plus importante qui pourra venir peut-être compenser aussi l'aspect démographique et le renversement de tendance qu'on voit pour 2036, où il y aurait plus de décès que de naissances en France. Et l'autre question que j'avais, vous parliez des aides qui sont réalisées en France, mais il faut savoir qu'il y en a déjà beaucoup qui sont réalisées pour les entreprises en région, dans le cadre de la loi NOTRe, N-O-T-R-E, de 2015, qui fait que pas mal de régions ont mis en place des incitations et des crédits, qui sont des crédits ou des subventions qui sont données aux entreprises, ne serait-ce que par exemple pour acheter un local immobilier, pour effectuer des transformations, pour se mettre aux normes énergétiques, etc. Donc il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites suite à la transmission de l'État aux régions, aux métropoles et aux départements. Écoutez, je vous remercie pour vos questions. Ce ne sont pas des sujets qui ont été beaucoup abordés par la Commission. Sur la formation, c'est effectivement extrêmement complexe. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut améliorer la formation continue en France, certifier, labelliser mieux, comme on fait en Allemagne, les formations, les préparer à l'avenir. Mais préparer à l'avenir, comme vous le dites, c'est compliqué parce qu'on peut à peu près prévoir les emplois dans 5 ans, peut-être. Dans 10 ans, c'est plus difficile. Et dans 20 ans, c'est impossible. L'intelligence artificielle se développe à une vitesse gigantesque. Et c'est extrêmement difficile. Donc, on peut prévoir effectivement que chauffeur routier ou taxi, c'est mal parti, puisque avec la voiture autonome, on ne sait pas exactement quand les problèmes légaux vont être résolus, mais disons que c'est compliqué pour ces emplois-là. Il n'y a pas que des emplois peu qualifiés. Hein. Alors ça, on revient un peu aux ludites des années 1810, etc., mais qui étaient des emplois extrêmement qualifiés, qui perdaient qui étaient remplacés par des métiers à tisser. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui l'intelligence artificielle qui fait aussi bien que les dermatologues, par exemple, sur le cancer de la peau, ou les radiologues. Alors pour l'instant, c'est une très très bonne nouvelle parce que ça ne va pas remplacer, ils font pas mieux, ça ne va pas remplacer les dermatologues et les radiologues, et ça va permettre à des tas de pays pauvres d'avoir accès à ces services-là. Donc c'est génial pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les gens, peut-être que dans 10 ans, avec les problèmes de financement de la sécurité sociale et les problèmes de l'intelligence artificielle, c'est des emplois incroyablement qualifiés, mais d'une qualification sans égale d'une certaine manière, qui vont être supprimés. Donc ça va aller. C'est vrai que dans l'ensemble, ça va être plutôt des emplois plus mécaniques qui vont être remplacés par des robots, etc. Et donc, honnêtement, c'est facile de dire, comme les économistes disent, ouais, on va améliorer la formation continue.
oui, clairement, il y a des tas de voies d'amélioration, mais est-ce que ça va suffire? Non. Il va y avoir un choc massif. Donc, si vous voulez, depuis 200 ans, on a des chocs technologiques. Il n'y a rien de nouveau avec l'intelligence artificielle et les robots, mais il y a quand même le fait que ça va être absolument massif. C'est-à-dire que ça ne va pas être une industrie particulière, ça va être vraiment au niveau macroéconomique. Donc on va se prendre un choc dans la figure qui va être considérable. Et donc ça pose la question. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des emplois qui sont créés. Hein. Donc les économistes, enfin, pas tous les économistes, Keynes d'ailleurs s'est trompé là-dessus, mais disons, les économistes disent toujours, mais attention, il va y avoir des emplois créés, il y a juste un problème de transition, faire en sorte que ceux qui perdent leur emploi ne souffrent pas trop, en quelque sorte. Mais là, on va avoir beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi en même temps. C'est ça la nouveauté, en fait. Il y aura d'autres emplois qui seront créés, mais est-ce que c'est des emplois que les gens voudront avoir, en particulier au point de vue salaire et prestige social? Et ça, c'est quelque chose, les économistes ne sont pas préparés, mais aussi tous les autres, enfin, toute la société n'est pas préparée à ce genre de choses. Il va falloir réfléchir de façon forte à ça. Voilà, sur les aides en région, je ne vais peut-être pas y répondre. Il y a effectivement énormément d'aides, et parfois le problème n'est pas toujours, d'ailleurs, c'est pareil pour les PME. Quand on voit le problème des PME, le problème, ce n'est pas toujours le manque d'aide, c'est plutôt tout ce qui les empêche de tourner par ailleurs. Donc, c'est vrai que de créer une aide de plus et un guichet supplémentaire n'est pas toujours la solution. Et il faut rationaliser tout ça en particulier. Bonjour, Dominique Boquet. Dominique Boquet, je travaille au ministère des Finances et j'enseigne à Sciences Po. Je voudrais revenir à la question du changement climatique. Vous avez beaucoup insisté sur le prix du carbone, sur l'importance de sa visibilité. En même temps, vous reconnaissez qu'il y a des problèmes d'acceptabilité qui sont quand même extrêmement lourds. Et parallèlement à ces problèmes d'acceptabilité, ce qu'on constate aussi, c'est que parfois l'élasticité des comportements, la sensibilité des comportements au prix n'est pas toujours très élevée. Par exemple, pour les dépenses de chauffage des ménages, elle n'est pas très élevée. Par ailleurs, la crise Covid a montré que sous l'empire de l'urgence, on pouvait prendre des mesures réglementaires qui finalement étaient assez bien acceptées. Et donc, est-ce que quand même, tout en évitant évidemment les normes les plus absurdes, en se situant bien dans la logique que vous avez par ailleurs pointée de ne pas se défausser, c'est-à-dire d'agir sur les comportements notamment des ménages qui sont incontournables, mais est-ce que dans cette optique-là, on ne peut pas quand même penser que certaines mesures réglementaires pourraient avoir un intérêt ? Merci beaucoup. Oui, non, c'est une bonne question. Il y a une élasticité des comportements, même des ménages, mais c'est vrai que parfois les ménages ne sont pas toujours bien informés, ou parfois ont des contraintes de liquidité, donc ils ne peuvent pas changer de voiture, par exemple, ou ce genre de choses. Donc ça peut être intéressant, effectivement, parfois de substituer par des normes et des mesures réglementaires. Dans l'ensemble, le prix du carbone marche mieux avec les entreprises, parce que les entreprises sont beaucoup plus équipées pour faire ces calculs différents. Et puis il y a aussi la question de visibilité. C'est-à-dire que si vous faites de l'isolation dans votre maison, la base, c'est quand même quel va être le prix du carbone dans 10 ou 30 ans. Donc il y a aussi ce problème. Donc une visibilité plus grande, ça va aider à la fois les ménages et les entreprises. Mais par ailleurs, je pense que vous n'êtes pas en désaccord avec moi. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut utiliser des standards, des réglementations, surtout quand ça touche aux ménages plutôt qu'aux entreprises, parce qu'ils sont moins bien équipés pour connaître les coûts et les bénéfices. Et puis, essayer de faire en sorte que ce soit des choses qui soient cohérentes avec le prix du carbone qui existe par ailleurs. Voilà, après... Il y a eu un peu un désaccord dans la commission sur effectivement quel poids on devait mettre sur ces normes, alors que sur la R&D et le prix du carbone, il n'y avait aucun désaccord. Là, au sein de la commission, il y en a qui voulaient pousser un peu plus les réglementations, il y en a d'autres qui voulaient freiner un peu plus. Bon, la vérité, c'est qu'on ne sait pas complètement. Ça marche là ? Oui. Bonjour, je suis Pierre Gadenex, actuellement
président de l'ATCOR, mais surtout j'ai été président d'EDF. Nous nous sommes rencontrés à cette époque. Et je suis également président de l'Institut Rexecode. Et c'est au titre des 2 dernières casquettes, j'ai 2 questions en vous écoutant. Et j'ai apprécié, comme je pense tout le monde ici, la clarté de vos affirmations ou de votre présentation, avec quelquefois des recommandations. Mais sur 2 sujets, je vous ai trouvé flou. Alors là, je veux dire flou, c'est-à-dire que l'affirmation, après, on se dit, so what? C'est sur le nucléaire. Vous avez prononcé cette phrase, il faut conserver le nucléaire existant. Eh bien, cher ami, ça ne colle pas, ça. Le nucléaire, c'est comme la bicyclette, où on avance, où on tombe. Donc, la question aujourd'hui, et ça a été celle que j'ai eu à affronter, c'était de maintenir la compétence nucléaire en France. Et cette compétence, on l'a maintenue par un petit fil rouge, qui a été Flamanville, et on voit comme ça a été difficile, et puis la Grande-Bretagne. Mais si aujourd'hui on veut maintenir le nucléaire, il faut investir dans de nouvelles centrales. Je sais que le pouvoir politique le sait, mais il hésite à franchir le pas. Mais il le fait progressivement. Et la deuxième question, c'est le grand débat que vous avez évoqué, et finalement, il n'y a pas la solution, c'est comment arbitrer en matière de politique économique au sujet du réchauffement climatique. Vous avez dit cette phrase qui m'a un petit peu surpris de votre part, le réchauffement climatique est une urgence absolue. Il y a d'autres urgences. Il y a aussi la croissance, le niveau de vie des gens. Et donc je pense qu'un des sujets pour le politique économique aujourd'hui, et je pense que vous le savez que Rexecode a pris l'initiative depuis 2 ans d'associer, d'inclure le problème de réchauffement climatique dans les projections macroéconomiques, parce que c'est un équilibre à trouver dans la politique économique entre les 2. Merci beaucoup Pierre pour ces commentaires. Alors sur le nucléaire, c'est vrai qu'on est très flou. Donc on dit, bon, on garde ce qui est actuellement avec des grands carénages, etc. Bon, on fait ce qu'il faut pour... en tout cas, on ne fait pas ce qu'a fait l'Allemagne. C'est clairement ce qu'on ne veut pas. Après, non, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du nucléaire à moitié. À un moment, il faut... Mais ça... D'une part, notre commission n'avait pas la compétence, et d'autre part, il y a un sujet politique qui est considérable. Donc, là, on n'est pas flou, on ne remplace pas les usines nucléaires existantes par je ne sais pas quoi. De facto, ça serait en grande partie du charbon, il faut bien dire ce qui est. Donc, même si ça ne serait pas produit en France, ou le gaz, ou ce genre de choses. Donc, oui, on est flou, mais un peu à dessein, je dirais. Après, je vois bien, ou bien on abandonne le nucléaire, ou bien on fait ce qu'il faut pour que ça marche. Hein. On est d'accord là-dessus. Alors, sur l'urgence du réchauffement climatique, là, je pense que c'est vrai qu'il y a d'autres problèmes, mais là, on est vraiment dans une situation, je pense, très, très complexe. Et... un tel point que je vous ai dit, par exemple, que notre commission était contre utiliser les banques centrales pour faire la politique climatique. Mais même ça, et je connais des grands économistes qui pensent l'opposé, qui disent on est dans une situation tellement désespérée, d'accord, c'est idiot d'utiliser la banque centrale, mais c'est tout ce qui nous reste presque. Donc, je ne sais pas, mais là, on est vraiment dans une situation très, très complexe. Alors, il se peut qu'il y ait un miracle et que la technologie avance suffisamment vite et que finalement, tout ça ne soit pas grave. Mais il y a aussi un scénario qui est quand même absolument terrible, et avec une perte de richesse considérable et puis des tensions géopolitiques absolument gigantesques. Parce que quand on voit le ressentiment des pays... qui ne sont pas les pays occidentaux vis-à-vis de nous, et les migrations que tout ça va impliquer, je pense qu'il va y avoir des tensions géopolitiques qui vont être absolument considérables, sans parler des problèmes qui vont se poser aux populations elles-mêmes. Donc là, je dirais, bon, allons-y. Hein. Notre planète vaut la peine d'être sauvée, et quelques points de PIB... ces points de PIB, ils augmentent. Plus on attend et plus ils augmentent. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si on avait, en 1992, on avait réussi à faire une coalition et faire en sorte, on n'en serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas à se poser ce genre de questions. Voilà, enfin, c'est mon opinion personnelle sur le sujet, mais je pense qu'elle était partagée par toute la commission.
Henri Kuckerman, ancien président de banque et président de la Chambre de commerce France-Israël. J'avais 2 ou 3 réactions que je voulais citer. La première, vous avez indiqué comme objectif de votre commission, de votre groupe de réflexion, le déficit et l'endettement des pays, enfin en particulier de la France. Un des points qui ne revient pas après, c'est qu'en fait, si au lieu d'avoir des dépenses publiques de l'ordre de 55% pré-Covid, on était à des niveaux comme ceux de l'Allemagne ou d'Israël, pour le cas que je connais, qui sont de 40 et 44%, ça amène plus de croissance, moins de chômage, donc moins d'inégalités. Deuxième question, c'est quand on a comme objectif, alors l'égalité des chances, tout le monde est totalement d'accord là-dessus. Sur l'égalité elle-même, est-ce qu'il ne vaut pas, j'entends jamais parler du fait de considérer qu'il y a un niveau minimum qu'il faut assurer à tous les citoyens d'un pays. Et ça permet de résoudre plus facilement ce problème, parce que l'égalité globale risque d'être une chimère. Dernier point que je souhaitais évoquer, à propos des retraites, beaucoup de pays, enfin, quelques pays ont des solutions qui semblent marcher avec la retraite par capitalisation, et j'en ai pas entendu parler ni dans votre commission, ni dans beaucoup d'autres cadres à propos de la France. Donc j'aimerais avoir vos réactions là-dessus. Alors, très rapidement sur l'endettement, je reviendrai sur l'endettement parce qu'en fait, on ne parle pas. Donc, avec Emmanuel Macron, on a discuté des 3 thèmes qu'on allait couvrir. Après, il nous a dit, vous choisissez votre commission et puis vous êtes complètement indépendant et vous dites ce que vous voulez dire. Donc, enfin, de toute façon, c'est ce qu'on voulait, évidemment. Donc, on n'a pas parlé de l'endettement, mais il y a plein de sujets qu'on n'a pas parlé. La réforme de l'État, par exemple, est un autre exemple. Enfin, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Donc, juste sur l'égalité, oui, un niveau minimum avec une prime à l'emploi. Bon, c'est les trucs classiques. C'est essayer faire en sorte que tout le monde vive de façon un peu décente, tout en préservant les incitations à travailler. La retraite par capitalisation, c'est quelque chose dont on aurait parlé, je pense, il y a 20-30 ans. Maintenant, ça paraît très, très, très compliqué d'en parler. Parce que d'une certaine manière, on demanderait déjà aux jeunes qui ont déjà payé énormément pour payer nos retraites, de aussi payer pour leur retraite, et un problème de transition qui serait absolument phénoménal. Alors vous pouvez dire on peut s'endetter encore plus, et ça va m'amener au premier sujet, mais c'est très très compliqué, je pense, de passer une retraite par capitalisation, ou même, ce qui serait sans doute plus désirable, un système un peu mixte. Mais à l'étape aujourd'hui, ça devient extrêmement difficile politiquement et socialement de le faire, je pense. Donc voilà. En tout cas, c'était l'opinion de la commission sur le sujet. Sur l'endettement, là, je vais parler totalement hors de la commission, puisqu'on n'a pas abordé le sujet. Donc sur l'endettement, oui, c'est vrai que c'est quand même plus facile quand on a diminué sa dette de réagir à des chocs externes comme la Covid. Et donc, on peut dépenser sans trop faire attention dans ce cas-là. Et pareil pour le réchauffement climatique, parce qu'on a diminué sa dette. Mais voilà, quand on a une dette importante. Alors là, il y a 2 écoles. Par exemple, mon co-auteur, Olivier Blanchard, est de l'opinion que, tout en reconnaissant les dangers quand même, que le taux de croissance va rester plus élevé que le taux d'intérêt. Alors c'est vrai que le taux d'intérêt risque de rester relativement faible, parce qu'il va falloir soutenir les États et soutenir les entreprises. Je parle de taux d'intérêt réel. Et le taux de croissance, on ne sait pas trop qu'est-ce que va être le taux de croissance. Mais disons que si G est plus grand que R, si je peux m'exprimer ainsi, vous voyez les t-shirts G est plus grand que R ou G est plus petit que R, il y a 2 écoles. Si le taux de croissance est plus grand que le taux d'intérêt, la dette, ce n'est pas un problème. On peut la renouveler et la rembourser au fur et à mesure, et il n'y a pas vraiment de problème d'avoir une dette élevée. Il y a quand même le problème d'une attaque spéculative
Ça vous échappez pas. S'il y a effectivement une inquiétude des marchés financiers vis-à-vis du pays, il peut y avoir une attaque spéculative, autoréalisatrice. Et là, ce qui se passerait, à mon avis, c'est que la Banque centrale s'en occuperait. Si ça se passait. Mais il y a l'autre scénario, évidemment, où le taux d'intérêt est au moins aussi grand que le taux de croissance. Et là, dans ce cas-là, on est dans une spirale qui fait qu'on ne peut pas soutenir le truc. Et donc, ça pose un problème. À ce moment-là, il y a trois solutions. Soit vous faites la méthode italienne avec des surplus primaires, c'est des surplus avant remboursement de la dette, qui sont positifs et qui vous permettent petit à petit de rembourser la dette, si vous ne faites pas d'autres bêtises. Et deuxième solution, vous répudiez la dette, enfin vous la restructurez en termes politiquement corrects, vous ne répudiez pas, vous la restructurez. Mais évidemment, là, vous avez des problèmes d'accès au marché des capitaux à un moment où vous avez un déficit budgétaire important. Ça vous force à équilibrer votre budget immédiatement. Et puis la troisième solution, qui est une solution qui a été souvent adoptée après-guerre, c'est de la monétiser, c'est-à-dire de faire que la Banque centrale fasse de l'inflation pour diminuer la dette en valeur réelle. Ce qui n'est pas totalement évident, parce qu'en Europe, on a ce phénomène de doom loop qui fait que les banques italiennes, par exemple, possèdent les bons du Trésor italien. C'est très segmenté, le marché financier en Europe. Et pareil pour les autres pays. Donc, qu'est-ce qui se passe si la dette italienne perd de la valeur? Les banques, la valeur de leurs obligations diminue. Et puis, du coup, elles sont sous-capitalisées. Donc, c'est pas totalement... c'est pas terrible non plus, quoi. Puisque c'est les organisations qui ont beaucoup de dettes qui, finalement, détiennent ces bons du Trésor. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, honnêtement. Espérons que Olivier Blanchard ait raison et que le taux de croissance dépasse le taux d'intérêt dans les 10 ou 20 ans qui viennent. On peut avoir des taux d'endettement très élevés. Regardez le Japon, on est à 250% du PNB, ou peut-être même plus maintenant, je n'ai pas regardé les derniers chiffres. Et il n'y a pas d'attaque spéculative sur le Japon, et les taux d'intérêt sont encore extrêmement faibles. Seulement, la dette japonaise est détenue par les Japonais, pratiquement entièrement par les Japonais. Et tout le monde sait très bien que le Japon ne va pas se tirer une balle dans le pied en répudiant la dette, parce que simplement, il répudierait la dette qui est possédée par ses propres entreprises et ses propres banques. Et puis par sa banque centrale également. Donc c'est pas le chiffre. Il faut bien comprendre que le chiffre, ça ne veut pas dire grand-chose. Les économistes ont toujours dit, mais attention, une dette de 40% peut être insoutenable pour un pays, une dette de 200% peut être soutenable pour un autre. Ça dépend effectivement, est-ce qu'elle est détenue de façon domestique ou externe, quel est le taux de croissance par rapport au taux d'intérêt, est-ce que c'est du court terme, du long terme, quelle est la situation politique dans le pays. Enfin, il y a 6 ou 7 facteurs qui font qu'il n'y a pas un chiffre unique. Quand on dit 60%, il vaut mieux faire des stress tests à la limite, mais on ne sait pas. La vérité, c'est qu'on ne sait pas, et ça dépend. Et on a bien vu l'Argentine faire défaut avec une dette qui n'était pas si élevée que ça. Bonjour, Nicolas Arpagian, je suis en charge de la stratégie d'une entreprise de cybersécurité et j'ai le plaisir d'être au conseil d'orientation de l'Institut Diderot. Juste un mot, en introduction, vous avez évoqué, et j'ai le sentiment que c'était pour l'écarter, le principe de la croissance verte, en tout cas en disant c'est le beurre, l'argent du beurre, et donc c'est une chimère ou une utopie. Est-ce que justement, c'est bien cette interprétation-là, c'est-à-dire que forcément la croissance ne viendra pas de ce qu'on qualifie de croissance verte. Et la deuxième chose, c'est dans le cadre de... il faut fixer des objectifs et non des stratégies. Est-ce qu'il faut davantage de dates et de chiffrage? C'est-à-dire on a évoqué avec les COP des agendas en disant, voilà, il y a des seuils à atteindre. Bon, manifestement, ça n'a pas suffi à le faire, à le concrétiser, à faire en sorte que les États s'alignent pour les concrétiser. Mais est-ce qu'il faut davantage le dater, le chiffrer en disant, voilà, il y a des étapes si elles ne sont pas respectées,
effectivement conduiront à cet objectif ou au contraire échoueront à l'atteindre? Alors, sur la croissance verte, j'ai peut-être tort, parce que ça peut être un bon narratif pour vendre des politiques vertes à la population. Mais c'est vrai, c'est aussi duper un peu la population, parce que si c'est clair qu'il faut dépenser pour pouvoir limiter le réchauffement climatique. On le voit bien, il faut investir dans des choses qui sont très coûteuses pour freiner le réchauffement climatique. Il faut aussi changer nos habitudes de consommation, etc., etc. Donc, alors c'est vrai qu'il y a des industries d'avenir, par contre. C'est clair qu'il y a certaines industries qui vont profiter effectivement du réchauffement climatique, parce que ça va... Par exemple, tous ceux qui innovent, qui ont des innovations vertes, pourront toucher des royalties sur leurs brevets ou leurs licences. Donc ça, c'est clair, mais disons qu'il faut que, globalement, on dépense de l'argent pour pouvoir s'en sortir. Et donc là, dans ce sens-là, la croissance verte, c'est un slogan un peu dangereux, parce que ça veut dire, du coup, moi, j'ai rien à faire, quoi. Puisque de toute façon, on va croître en même temps qu'on va résoudre le problème. Et d'ailleurs, on le voit bien au niveau international, parce qu'il y a 200 pays qui, quand même, font du free-riding sur le sujet. Donc, pratiquement, on enlève un petit peu des pays scandinaves, mais en gros, et encore... on fait tous du free-riding sur le sujet, donc c'est un peu inquiétant. Ça veut dire que les pays ne veulent pas dépenser d'argent, quoi, en gros. Hein. Alors, ça m'amène effectivement à la négociation internationale, où le problème du réchauffement climatique n'est pas un problème économique, on sait faire. On l'a fait pour d'autres polluants. L'exemple emblématique était le SO2 et le NOx aux États-Unis en 90. On sait faire ça, on sait faire, c'est pas un problème économique, la question c'est un problème politique, géopolitique, c'est-à-dire comment on fait en sorte... Enfin, c'est un problème double, il y a le problème d'égoïsme de nos générations vis-à-vis des générations futures, qui ne votent pas en général, qui sont même parfois pas nés, donc ça c'est un premier problème politique, démocratique, et puis il y a le problème très important d'accord international. On a quand même eu 26 COP avec un résultat assez limité. Bon, j'avais été extrêmement critique de la COP 21. J'avais d'ailleurs écrit un op-ed, une tribune le samedi où ça a été annoncé. Non pas parce que je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux, simplement parce que je pense que c'était beaucoup trop triomphaliste. C'est-à-dire que c'était une grande victoire. Et évidemment, quand on donne un droit de veto à 196 nations. Chacun a son droit de veto. Vous êtes sûr que c'est le plus petit dénominateur commun qui va sortir. L'Arabie saoudite, elle n'a pas envie d'avoir un prix du carbone, par exemple. C'est totalement évident. Donc, si on donne le droit de veto à tout le monde, et ça, c'est vraiment les Nations Unies, on ira nulle part. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile, parce qu'on discute ensemble, on établit un constat, c'est bien. Maintenant, les engagements dont vous parlez, ce n'est pas des engagements qui sont très, très fermes. Donc là, il y a une discussion au sein de la Commission, mais encore une fois, on ne sait pas faire. En plus, nous ne sommes pas politologues, il n'y a pas de politologue dans le groupe. On ne sait pas trop faire, mais on était effectivement... Notre vision, c'est que, bon, il faut garder le processus des COP, mais on ne va pas y arriver avec simplement ces grandes messes et puis des promesses vagues. On va y arriver plutôt avec une coalition de pays. Alors là, il y a eu un débat, on n'était pas d'accord entre nous. Est-ce que ça doit être un club du climat avec une coalition des volontaires ou un certain nombre de pays, peut-être les États-Unis, l'Europe, la Chine, si on pouvait attirer la Chine, plus 2-3 autres pays, et puis on arriverait à faire déjà une pression internationale avec un prix du carbone commun, ou je sais pas, des choses comme ça. Utiliser l'OMC éventuellement pour avoir des taxes aux frontières généralisées. Enfin, c'est une possibilité. Il y en a d'autres qui pensaient non, il ne faut pas créer une autre institution parce qu'il y a déjà le G7. Personne n'a proposé le G20. Donc, pour des raisons qui font que, effectivement, ça serait assez difficile d'avoir un accord. Déjà, le G7, ça serait très compliqué, mais on pourrait déjà commencer au G7 comme club du climat. Donc, il n'y avait pas un accord au sein de la Commission. C'est un sujet extrêmement difficile. C'est vraiment le problème du passager clandestin. Et donc, chacun espère que les autres vont faire l'effort, mais pas lui-même.
Et donc là, il y a une difficulté majeure au niveau politique qui reste et qui ne va pas être résolue par les COP. Ça, c'est vraiment, c'est totalement clair. Bonjour, je suis Cristina Mitaliton, économiste au CEPI. En effet, j'avais une observation sur, vous avez dit, le réchauffement, c'est seulement un aspect du climat et de l'environnement. Et donc, effectivement, c'est seulement, effectivement, est-ce qu'il y a des politiques, est-ce que c'est seulement un indicateur, le réchauffement central et des politiques qui se font un peu la guerre? On faisait l'exemple de la voiture électrique, mais moi, effectivement, tout ça qui est électrique, ça me ramène à l'idée des batteries, terres rares, ce qui est leur impact sur l'environnement est énorme. Est-ce que c'est un enjeu à somme zéro, positif, si on se concentre sur le réchauffement climatique seulement, pour les choix de transport, par exemple? C'était une question importante. Si on fait un choix, je comprends bien, je suis en doute d'acheter une voiture électrique pour ces points en particulier. Deuxième, par contre, c'est une curiosité sur les inégalités, parce que vous avez justement dit que l'inégalité en France ne se porte pas si mal que ça, mais de l'autre côté, vous avez dit l'inégalité des chances a beaucoup empiré. Donc je me demandais comment ça s'est fait. C'était juste une curiosité de demander comment ça s'est fait qu'en partant d'une inégalité des chances qui se dégrade fortement et très négative, les inégalités plus en général sont pas si mal que ça par rapport. Je m'attendrais à une dégradation bien supérieure. Donc, est-ce qu'on fait mieux dans d'autres passages pendant et après, en sorte que l'inégalité globale ne soit pas si négative par rapport à l'inégalité des chances de départ? C'était une curiosité, si vous avez... Je vous remercie pour votre question. Oui, sur les inégalités. Bon, c'est vrai que la France est un pays très redistributif, donc ça permet de diminuer les inégalités, d'avoir effectivement peut-être moins de pauvres que dans pas mal d'autres pays. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est vrai qu'on se tire une balle dans le pied aussi en créant de telles inégalités au départ. Je pense que c'est quelque chose qui est très difficile à supporter dans une société, d'avoir effectivement des gosses qui ont, même maintenant des classes moyennes, hein, maintenant, je ne parle pas seulement des gens défavorisés, je parle même des classes moyennes, ont de moins en moins de chances d'entrer à Normal Sup ou à Polytechnique. Et aux États-Unis, arriver à Harvard ou à MIT, ça devient quasiment impossible maintenant si vous n'avez pas dans le 1% ou le 5%. Donc, c'est quand même quelque chose qui ébranle la foi dans la société, je pense, quand même. C'est très grave. Donc, il y a la redistribution. Mais là, je pense que l'opinion de la Commission, c'est que la redistribution, c'est bien, mais on a atteint un peu les limites en France. Hein. Il va falloir trouver d'autres leviers pour faire ça, parce qu'on ne veut pas non plus créer des incitations au travail, ce genre de choses. Donc, ou des incitations à l'immigration. Un des trucs qui m'inquiète, on parle souvent de l'immigration, la migration du capital, mais de plus en plus, on a les cerveaux ça n'existait pas il y a 30 ans ou 40 ans. On ne pensait pas aller travailler aux États-Unis. La plupart d'entre nous, par exemple, vous allez dans des pays ou en Suisse ou au Royaume-Uni, ou maintenant même en Chine ou en Asie plus généralement. C'était pas quelque chose qui était dans notre logiciel, sauf pour quelques personnes. Mais maintenant, je veux dire, c'est quelque chose qui est totalement répandu, certainement pour tous les chercheurs, pour tous les start-upers, pour beaucoup d'autres gens, et pour des cadres. Enfin, ça devient quelque chose de... Donc, un pays qui se vide de ses élites est quand même un pays qui s'appauvrit énormément, ne serait-ce que dans sa base fiscale. Donc, voilà, donc on a un problème. Sur ce qui est vert, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. J'ai aussi une voiture électrique. Je me sens pas totalement vert, honnêtement. Hein. C'est quelque chose qui... Et sans parler des subventions qui sont gâchées, parce que j'avais aussi réfléchi aux voitures hybrides, etc. Mais vous voyez un peu... Si vous les utilisez mal, elles sont plus lourdes. En fait, elles polluent même plus parfois que des voitures thermiques normales. Donc, il y a un peu cette question, est-ce que les subventions atteignent vraiment
leur but. Hein. C'est pas complètement évident, pour être honnête, alors que c'est clair qu'il va falloir passer à l'électrique assez vite. Il y a des difficultés, oui. Bonjour, Pierre Papon, professeur honoraire à l'École de physique et chimie industrielle de Paris. Je suis physicien. J'ai lu avec intérêt votre rapport quand vous l'avez publié et je rebondis sur ce qui a été dit par vous-même sur l'intelligence artificielle, sur le nucléaire, éventuellement la voiture électrique. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais lorsque j'étais jeune chercheur, je faisais partie d'une commission du CNRS, électronique, informatique, robotique, etc., qui était présidée par un Toulousain que vous avez sans doute bien connu, Jean Lagasse, qui a créé un laboratoire de robotique qui est devenu un des meilleurs du monde. Et à l'époque, ce laboratoire travaillait sur la modélisation c'était donc la fin des années 70, la modélisation de la circulation automobile dans le centre de la ville de Toulouse. Et ça, c'était un sujet de rigolade, parce que ceux qui connaissaient bien Toulouse, avec les embouteillages, je ne sais pas où ils en sont maintenant, je disais, bah, vous n'avez pas fini de travailler là-dessus. Bon, alors, j'arrête là mon anecdote, mais ça veut dire que ce laboratoire, à l'époque, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, même si le vocable existait. Hein, mais ce laboratoire a mis, non pas pour faire des voitures automatiques, mais au minimum 30 ans pour faire surface dans le domaine de la robotique, de la relation homme-machine. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas, et vous, je crois, n'évoquez pas beaucoup la question dans votre rapport, il ne faut pas faire de la prospective pour identifier les verrous techniques qu'il faut faire sauter, s'agissant d'énergie, de voitures électriques, de nucléaire, d'implication des techniques, mettons l'intelligence artificielle, sur la société. Or, j'ai un peu l'impression que, disons, dans les instances gouvernementales actuelles en France, la prospective est un peu aux abonnés absents. Sauf peut-être à France Stratégie, qui publie de temps en temps, même si ce n'est pas connu, un certain nombre de rapports de prospective qui sont intéressants. Au niveau européen, le Centre commun de recherche, qui a ISPRA, qui dépend de la Commission européenne, publie des travaux de prospective sur les questions scientifiques, les questions techniques, qui sont de très bon niveau. Le Japon fait de même. Que pensez-vous de ce genre de travaux et de leur importance éventuelle pour les questions que vous avez évoquées, recherche, climat, éventuellement inégalité, etc. Ben, écoutez, tout d'abord, vous avez beaucoup plus de compétences que j'en ai sur le sujet. J'ai oublié de dire que France Stratégie a d'ailleurs a soutenu logistiquement notre rapport et a fait des travaux, nous a beaucoup aidé, a été remarquable dans les travaux qu'ils ont fait pour nous aider, pour les différents chapitres. Mais effectivement, ils font d'autres choses comme de la prospective, enfin, ils font du travail très utile. Après, la question, à quoi sert cette prospective? Donc, a priori, à la politique industrielle. On revient à la politique industrielle. Et là, je trouve que le fonctionnement à la française n'est pas très bon. C'est-à-dire qu'il faudrait dire, voilà, on rassemble souvent des experts, chacun défend son propre domaine, le décrit comme étant l'industrie d'avenir ou la technologie de l'avenir. Et puis, in fine, il y a un arbitrage politique qui se fait. Moi, je pense que, d'une part, bon, la recherche se fait de façon beaucoup plus bottom-up, mais il faut aussi accompagner cette recherche. Et cette approche avec des agences de financement indépendantes et hautement compétentes, avoir vraiment des grands spécialistes du sujet qui gèrent les choses et qui les gèrent en tant que manager, ça me semble une bien meilleure approche que d'avoir une approche très administrée, top-down, etc. Donc, c'est un problème d'information asymétrique. Bon, c'est un problème d'incertitude. On ne sait pas, évidemment, personne ne sait. Mais il y a quand même des gens qui ont plus d'informations que d'autres. Et donc, ce problème d'information asymétrique, la difficulté, évidemment, c'est que chacun représente sa propre industrie. Et les gens qui ont la compétence sont évidemment aussi des avocats pour leur propre cause. Et c'est là qu'est la difficulté. Donc il faut arriver à avoir des gens de haut niveau, indépendants, qui finalement distribuent des crédits
pour essayer de faire... mais pour ça, effectivement, il faut avoir cette information pour faire sauter ces verrous techniques. Voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Ça. Oui, bonjour, Claude Varnet, ancien fonctionnaire de Bercy. Je voulais dire que sur l'efficacité des instruments, vos recommandations sont, je crois, excellentes. Vous indiquez sur la taxe carbone et éviter au maximum les exemptions, les taux multiples. Prenons un exemple, parce qu'en France, on a quand même une longue habitude de ça. La TVA, on a de multiples taux de TVA. Dans mon expérience professionnelle, j'ai couvert plusieurs pays d'Europe du Sud et d'Europe du Nord. Chaque fois que j'ai eu des contacts avec les Danois, ils ont un taux de TVA, 25%. Et chaque fois qu'ils rencontraient des responsables français, missions parlementaires ou missions de fonctionnaires, les Danois nous disaient « on vous en conjure, ayez un seul taux ». Parce que dès lors que vous commencez à avoir des taux différenciés, évidemment, on entre dans la discussion avec tous les groupes ou tous les acteurs qui peuvent avoir intérêt à avoir des taux différents. Donc effectivement, je crois qu'il faut essayer d'avoir des instruments les plus simples, les plus universels possibles. Et également, un autre exemple de ce genre de recommandation, et je partage tout à fait ce que vous avez dit sur le rôle renvoyé par les pouvoirs publics auprès des banques centrales, ce qu'on appelle la taxonomie, hein, d'avoir des critères prudentiels différents sur les différents types d'investissements. C'est extrêmement compliqué pour les raisons que vous avez extrêmement bien indiquées, qui est qu'on renvoie sur des acteurs qui n'ont pas les compétences pour cela, la responsabilité de faire une différenciation dans les taux, et même du point de vue de l'utilité de ces critères de sécurité financière. C'est ça au départ. C'est un peu comme si, sur autoroute, au fond, la limitation de vitesse, c'est pour un but de sécurité, mais c'est comme si vous donniez une limitation de vitesse différente pour les voitures électriques et puis pour les voitures à essence. Non pas pour des raisons de consommation d'électricité, mais ce serait le contraire. Là, vous donneriez une vitesse plus élevée aux voitures électriques, puisqu'il faut les favoriser, qu'aux voitures à essence. Donc vraiment, dès qu'on entre dans le détail opérationnel de ce genre de mesures, on voit qu'on entre dans des aberrations sans fin. Merci. Je vous remercie d'ouvrir de nouveaux horizons pour les propriétaires de voitures électriques. Non, mais les exemptions, oui, sur la taxe carbone, c'est pas compliqué. Vous regardez un peu qui est exempté. Enfin, je parle pas du système ETS, mais même vous prenez les agriculteurs, les routiers, les pêcheurs, les taxis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre eux? C'est assez clair. Donc, c'est pas totalement de façon aléatoire qu'ils ont été exemptés. Et donc, voilà, c'est la question de la force de l'État. La France a un État omniprésent, mais un État finalement très très faible. Très très faible. C'est-à-dire que par rapport au groupe de pression, même dans des pays de tradition un peu social-démocrate, avec un système de redistribution très développé, comme en Belgique, etc., on n'a pas ces sujets-là. Et donc, on a un État qui est relativement faible, il faut bien dire ce qui est. Donc, on a un problème qui génère l'état d'exemption. Alors, parfois, peut-être, effectivement, aussi, il y a aussi cette idée, on le voit bien aussi dans tout ce qui est logement, qui est un autre sujet. On pourra écrire des... Enfin, j'imagine que je crois que l'Institut a déjà travaillé dessus, je pense. Mais c'est le nombre d'exemptions aussi au niveau du logement et de subventions diverses, c'est aussi assez impressionnant. Donc, en plus, chaque politique veut aussi laisser son nom sur un dispositif. Alors, c'est toujours sur une subvention, c'est jamais sur une taxe, on se demande pourquoi, mais c'est toujours sur une subvention. Voilà, il y a un peu une question de... Et puis après, Bercy doit suivre. J'imagine que c'est votre expérience. Voilà. Oui, bonjour, Alain Villemeur, je suis directeur d'une chaire universitaire, transition démographique, transition économique.
Merci pour ce rapport qui est tout à fait excellent et je pense que toutes les recommandations devraient être mises en œuvre. Il y a un sujet néanmoins qui ne me semble pas avoir été traité, c'est celui de la croissance. Depuis une vingtaine d'années, les économies occidentales, on connaisse des croissances très très ralenties, et ce qui fait que au sein des économistes, il y a même un débat, est-ce qu'on va vers la stagnation séculaire? Il y a des pays qui sont en décroissance, hein, comme l'Italie par exemple, depuis 10 ans. Est-ce que vous auriez des recommandations à faire justement sur le problème de la croissance, qui va être un débat d'ailleurs aussi entre croissance, décroissance, etc. Est-ce que vous auriez des recommandations à faire sur le problème de la croissance à venir après une fois qu'on sera sorti de la pandémie du Covid? Écoutez, je vous remercie. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est effectivement la croissance devrait être mise. On voit très bien en Allemagne, on débat beaucoup de croissance et beaucoup moins en France sur quoi faire. Ben, la croissance, on peut jouer sur le capital, on peut jouer sur le travail, et puis on peut jouer sur le progrès technologique. Sur le travail, on a beaucoup de marge encore. Donc il y a des réformes qui sont en cours, mais sur le marché du travail, avoir un marché du travail qui soit plus fluide, en même temps n'abuse pas des CDD comme c'est fait actuellement, et des ruptures conventionnelles, qui pour moi est une catastrophe pour le système de sécurité sociale. La formation continue, le bonus-malus, enfin, toutes ces choses-là qui font qu'on a un marché du travail qui fonctionne mieux. Puis la retraite, évidemment, c'est dont on parlait précédemment. Donc on peut aussi faire des gros progrès au niveau du travail et puis aménager plus, effectivement, les emplois du temps pour que, effectivement, les femmes puissent... Bon, qui participent quand même déjà mieux maintenant dans le marché du travail, mais aussi les gens plus âgés puissent avoir des ajustements, etc. Bon, il y a des tas de choses qu'on peut faire de ce côté-là. À plus long terme, il y a évidemment l'éducation. Encore une fois, le fait que la France soit aussi catastrophique en maths et en sciences est vraiment catastrophique. Moi, ça me fait mal quand je vois que la France a des médailles Fields. Autant je suis content que quand les copains ont des médailles Fields, autant moi, c'est catastrophique. C'est un peu dire, mais attention, la France est nulle en maths. Il faut comprendre que la France est nulle en maths. Il y a une petite élite qui est super bien éduquée en maths, et le reste, c'est la catastrophe. Et pourquoi? Parce que les programmes ne mettent pas l'emphase sur les maths, parce que le recrutement en maths est très compliqué, il y a presque plus de candidats que de postes. Donc on a diminué les standards énormément. Moi, je dis franchement, je l'ai dit en public, mais bon, c'est totalement impossible à faire en France. Quand on a ce genre de problème, on augmente les salaires des profs de maths et des profs de sciences. Je veux que nos enfants soient éduqués correctement en sciences et en maths, parce que c'est quand même incroyablement important pour l'avenir de beaucoup d'emplois, et de bons emplois même. Donc là, il y a un sujet considérable. Il y a quand même une offre et une demande sur le marché. On accepte en France qu'on donne un salaire un peu plus élevé si on va dans des zones difficiles. Et encore, on le fait à un niveau très faible, de sorte que ça ne marche pas. Et puis, pourquoi on ne le ferait pas aussi en maths et en sciences, par exemple? C'est quelque chose qui est quand même pas compliqué à faire. Mais évidemment, ça casse l'équité horizontale au sein de l'éducation nationale, donc c'est pas admissible, etc. Mais on a un gros problème. Donc l'éducation est un problème gigantesque, mais ça ne va pas résoudre la croissance dans les 5 prochaines années. Ça va la résoudre dans 10, 20 ans, 30 ans. Donc après, il y a le progrès technologique. Et donc là, le progrès technologique, il faut qu'on arrive à avancer. Donc réforme des universités. Alors ça, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, parce que j'ai choisi de faire ma carrière dans une université, non pas dans une grande école, même si je suis un produit, j'ai beaucoup bénéficié des grandes écoles. Et ça, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures des universités. C'est quand même là que la masse des Français reçoit son éducation supérieure, ce n'est pas les grandes écoles. Donc là, il y a énormément, à la fois au point de vue enseignement, à la fois au point de vue gestion des universités, et puis transition vers l'industrie. Parce qu'on en parle beaucoup, mais il ne se passe pas grand-chose. Il se passe beaucoup plus de choses dans les grandes écoles, d'ailleurs, que dans les universités, alors que normalement, c'est dans les universités qu'on fait la recherche. Et donc, il y a très, très peu de jeunes pousses. Et puis, il faut garder ces jeunes pousses après en France. Ça, c'est un autre sujet encore.
Et pas croire que parce qu'on va s'exporter à Palo Alto ou à Kendall Square, MIT, que c'est la grandeur de la France. Non, c'est la pauvreté de la France. Nos élites qui sont formées à coûts importants, et si les plus dynamiques d'entre elles partent à l'étranger, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour la France. Donc il y a vraiment de choses à faire pour libérer un peu. Le talent, il existe. Le talent, il existe. Ce n'est pas le sujet. On voit très bien qu'il y a des gens qui sont extrêmement bien formés en France. L'entrepreneuriat existe dans tous les pays. Là, j'étais à Milan il y a quelques jours. Vous voyez ce qui se passe dans la région. Enfin, c'est pas d'aujourd'hui. C'est incroyable. Alors, il y a un effet Draghi, il y a un effet, d'accord, mais il y a aussi l'effet qu'il y a de quoi. Ils ont énormément d'entrepreneurs qui sont prêts à prendre la relève et relever le défi. Donc, il n'y a pas de raison que la France ne croisse pas. Il n'y a absolument aucune raison à ça. Alors, la démographie, après, c'est autre chose. Hein. C'est un choix de société et qui ne se dicte pas. Mais pour le reste, il n'y a pas de raison qu'on en soit là. Si je peux me permettre une question qui sera peut-être la dernière. Vous avez évoqué l'immigration. Je voudrais bien vous entendre sur l'immigration. Vous en avez parlé à propos du réchauffement climatique, mais c'était la seule fois, je crois. Le sentiment que j'ai, mais je suis vraiment tout à fait ignorant dans ces questions, mais est-ce que je me trompe en pensant que la France a besoin économiquement et démographiquement d'immigration et que les Français ne veulent pas d'immigrer pour des raisons non pas économiques, mais idéologiques, politiques ou civilisationnelles? Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction entre les besoins économiques du pays, enfin économiques et démographiques, hein, puisque le taux de reproduction, même s'il est plus haut en France qu'ailleurs en Europe, est en dessous très nettement de 2,1. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les besoins économiques et démographiques d'immigration et le refus, légitime ou pas, c'est un autre débat politique et civilisationnel, d'immigrer? Alors moi, il y a un côté politique et sociétal sur lequel je ne peux pas me prononcer, évidemment. Je regrette quand même beaucoup que notre débat politique tourne beaucoup plus sur l'immigration que sur la croissance, mais enfin, c'est une autre chose. En tant qu'économiste, c'est vrai que j'ai une vision plutôt positive de l'immigration. C'est avec un bémol quand même. J'apporterai ce bémol, mais c'est vrai que l'immigration profite finalement, on bénéficie de la richesse venant de l'étranger d'une certaine manière en capital humain, même si ce capital humain peut être plus ou moins développé, qui peuvent financer nos retraites aussi. Ça peut aussi être un point important. Et puis s'enrichir. Il y a beaucoup de pays qui ont réussi leur immigration. En France, on a du mal. Il faut dire ce qu'il y a, on a du mal. Et on retourne à un certain nombre de sujets dont on a parlé jusqu'ici. Donc l'éducation. L'éducation en France, les immigrés ont du mal, surtout les enfants d'immigrés. Alors qu'en Angleterre, par exemple, ce qui est très intéressant en Angleterre, c'est que les enfants d'immigrés bangladeshis ou indiens ou pakistanais réussissent mieux, vont plus à l'université que les enfants, je ne sais pas comment Marine Le Pen les appellerait, de souche ou je ne sais pas quoi, mais enfin, on a une ambition, effectivement, et pareil en Allemagne, pareil en Suède. Il n'y a pas de raison que... Mais pour ça, il faut leur donner toutes les chances, effectivement, les informer, c'est très important. Les Hollandais, par exemple, poussent énormément dans leurs conseils les enfants d'immigrés pour leur dire prenez telle ou telle voie, enfin les pousser, leur donner... Parce qu'en général, l'ambition peut être là, mais il faut avoir l'information sur le système, sur les filières, sur ceci, sur cela. Donc on a besoin de les accompagner. Et puis il y a le marché du travail aussi. Le marché du travail, si vous êtes immigré ou enfant d'immigré et que vous ne trouvez pas un travail, ça vous donne c'est quand même pas très, très, très plaisant. Donc ce marché du travail qui est très insider en France n'est pas aussi très bon pour accueillir les immigrés. Donc la réponse est oui, c'est bien d'avoir des immigrés, mais il faut aussi faire ce qu'il faut pour.
pour les intégrer et faire en sorte qu'effectivement ils s'épanouissent dans notre pays. Mais autrement, les économistes dans l'ensemble sont quand même très favorables à l'immigration. C'est pas vraiment un sujet. Très bien, il nous reste à remercier le professeur Tirole pour la richesse et la clarté de ses propos, aussi bien dans l'exposé que dans les réponses aux questions. Vous remerciez tous pour votre présence et vous souhaitez une excellente fin de journée. Merci à tous.